Bonjour Étienne Dugas, vous êtes le président d'Infranum, fédération professionnelle qui regroupe les principaux acteurs de la filière des infrastructures numériques, un secteur qui représente quelques 13 000 entreprises pour un effectif cumulé de 280 000 employés et réalise un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros. L'activité de cette filière a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire et vous avez commandé une étude pour mesurer précisément cet impact. Début juillet, vous avez présenté les résultats de cette étude et en même temps un plan de reprise et de relance qui se veut une réponse directe à cette situation. Car paradoxe du Covid, alors que les réseaux télécoms ont enregistré une croissance de leur trafic de 30%, le rythme de déploiement a été ralenti de moitié par la crise. L'un des volets de ce plan de relance, qui en comporte 5, consiste à construire un plan de développement de Smart Territoire durable. Alors, quels sont les grands contours de ce volet? Nous avons commandé une étude auprès d'EY et Tactis avec, comme tu l'as rappelé, deux objectifs. D'abord un plan de reprise, puisque c'était ça l'urgence. Là, on peut considérer que ce plan de reprise a porté ses fruits, puisque la filière a redémarré de manière assez puissante. Et nous sommes donc maintenant dans la deuxième phase, qui est effectivement la relance. Il est de notoriété publique que le gouvernement doit communiquer fin août sur ce dit plan de relance. Et donc, c'est pour ça que nous avons commandé cette étude fin juin, pour pouvoir communiquer fin juin, début juillet, afin d'être certain de ne pas être les oubliés du plan de relance, puisqu'on pourrait considérer que la filière des télécommunications a été moins touchée que les autres et que de fait, on a besoin de moins de soutien. Alors, parmi les différents volets, celui qui intéresse Smart City Mag, c'est évidemment le plan de relance Smart. Donc, nous sommes partis du constat qu'on en était au balbutiement, hein, par définition, de ce qu'on appelle dans notre jargon chez Infranum les territoires connectés, pour éviter l'anglicisme Smart. Et évidemment qu'on parle de territoire parce que on veut là aussi éviter de tomber dans le piège de la Smart City. On parle bien de territoire connecté, s'adressant à l'ensemble du territoire français, donc bien entendu les communes rurales et les territoires ruraux, au-delà des territoires communaux, qui peuvent être gérés par différents types de collectivités locales. Je pense notamment aux syndicats mixtes divers et variés. Donc ce plan, comment on l'imagine? On l'imagine sur un modèle type plan France Très Haut Débit qui, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui sans se tromper, a très bien fonctionné. Donc l'idée, c'est de se caler sur ce plan France Très Haut Débit pour faire un plan smart national. On a imaginé un budget d'1,5 milliard. Alors, justement, ce budget, c'était ma question suivante, d'où sort cet argent et par qui sera-t-il géré? Alors, 1,5 milliard, c'est évidemment pas 1,5 milliard État, 100% État. L'idée, c'est de caler ça justement sur le modèle du plan France Très Haut Débit, et donc il y a une part État et le reste porté par les collectivités territoriales et également les industriels, puisque, alors ça dépendra des modèles juridiques utilisés, mais si on se cale sur les délégations de services publics, par définition, les industriels en porteraient une partie. Les premiers projets qui sont partis sont financés, sont sous maîtrise d'ouvrage direct des collectivités territoriales, hein, je pense à Dijon ou Angers. En revanche, on pourrait tout à fait imaginer des délégations de services publics sur ces projets de territoire connecté. Et donc, le financement est à la fois État, collectivité territoriale et industrielle. Et dans la partie État, charge à l'État de définir si c'est l'État en direct ou l'Europe au travers du plan de relance européen. Vous, dans ce plan, vous proposez un pilotage par l'État et un portage par les collectivités. Alors pourquoi appliquer l'État alors que beaucoup de collectivités s'en sortent très bien toutes seules? Vous en parlez à l'instant. Dans le même modèle que le plan France Très Haut Débit, c'est-à-dire que quand on regarde la genèse dans les années, début des années 2000, on a vu les premiers projets
émerger les premiers réseaux d'initiatives publiques qui, dans un premier temps, allaient juste raccorder les centraux téléphoniques d'Orange pour faire du DSL. Les premières collectivités avaient besoin de personnes pour faire. On a bien vu que si on voulait généraliser l'ensemble du plan, il fallait un pilotage national. Et quand on dit pilotage national, c'est dans le sens État stratège. C'est évidemment pas faire à la place d'eux. C'est définir des grandes lignes. Encore une fois, ce qui a très très bien marché pour le plan France Très Haut Débit, avec un cahier des charges qui a permis d'avoir quand même une unicité en termes de technologique, technique et de process, et ensuite une part de financement national liée à l'utilisation du dit cahier des charges. Donc c'est en ça qu'on imagine une intervention de l'État, mais pas plus que ça. Évidemment que les collectivités locales doivent rester souveraines sur leur territoire. Alors, justement, dans le cadrage de ce plan, vous proposez un cadrage des principes d'harmonisation des infrastructures smart. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans les infrastructures smart et quelle est l'idée sous-jacente? Parce que là, on est dans une complexité qui est quand même plus grande que celle du déploiement des réseaux, parce qu'il y a énormément de services et énormément de métiers qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on peut harmoniser, en fait? Alors, c'est aussi pour ça qu'on communique sur un plan, dans le cadre du plan de relance, d'un plan SMART, parce que c'est tellement complexe que ça nécessite justement, et c'est la première étape du plan, de communiquer, mais également de confronter les idées des uns et des autres. Et donc, notre première étape, et ça commence à Angers le 10 septembre prochain, où on lance un tour de France des territoires connectés. On attaque par Angers parce qu'il y a un projet emblématique et qu'accessoirement j'habite Angers, donc c'est plus simple à organiser. Donc à Angers, il y aura 2 ateliers, et ces ateliers ont pour principe de justement échanger avec l'ensemble des parties prenantes, donc les industriels bien entendu. Alors tu me posais la question à savoir quels industriels. Donc c'est évidemment tous les services publics gérés à l'heure actuelle par une collectivité territoriale sur son propre territoire, c'est de ça dont on parle. Hein. Donc, je ne vais pas te faire l'inventaire à l'après-vert, mais c'est évidemment le transport, c'est évidemment le traitement des ordures ménagères, c'est évidemment le traitement de l'eau, c'est évidemment l'énergie, au travers de l'énergie, l'éclairage public. C'est tout l'ensemble des services publics, et c'est ce qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, c'est tout ce qui dérivera de l'utilisation de l'ensemble de ces données collectées, qui, à partir du moment où elles appartiennent à la collectivité et sont mises à disposition, de créer de nouveaux services. C'est bien ça l'objectif. Et la première étape de notre plan, c'est dans un premier temps, confronter les idées, travailler ensemble afin de définir ce que pourrait être un modèle qui sera par définition pas fermé et 100% ouvert, en gérant d'abord tous les services de base de la collectivité et d'essayer encore une fois depuis que le concept SMART existe, on utilise cette terminologie, mais c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de casser les silos, puisque l'ensemble de ces verticaux, comme leur nom l'indique, travaillent de manière verticale et absolument pas horizontalement. Et l'objectif pour la collectivité, c'est d'essayer, parce que c'est quand même tout sauf simple, puisque, comme chacun sait, les contrats sont divers, sont variés, et sont des contrats de longue durée. Donc, il est compliqué de pouvoir harmoniser tout ça rapidement. Un contrat, une délégation de service public de transport peut durer 10 ans. Un contrat de gestion de l'eau, pareil. Donc, ça ne se fera pas en un jour. Néanmoins, l'objectif est bien de centraliser l'ensemble de ces remontées de données. Voilà, il s'agira, dans le renouvellement des différents services publics, de s'assurer, de l'homogénéité des données en termes de format qui seront remontées, et leur centralisation sur une seule et même plateforme qu'on appelle hyperviseur, nouveau jargon et nouveaux termes, mais c'est bien ça l'objectif, c'est d'avoir une seule et même plateforme sur un seul et même langage,
de façon à que l'ensemble de ces données puissent se parler entre elles. Alors, vous appelez également de vos voeux une évolution de la législation en vigueur pour faciliter les modalités de mise en œuvre des centres de supervision urbaine à l'échelle intercommunale, pour encourager le développement des réseaux de vidéoprotection avec des fonctions étendues au smart. Alors, est-ce qu'il y a un frein particulier à cela, au développement de centres de supervision à une échelle intercommunale pour que cela justifie cette proposition? Il y a un sujet qui est lié à la vidéoprotection. Sujet complexe, au vu évidemment, au-delà du RGPD, tout simplement de la protection de la vie privée de nos citoyens et de nos concitoyens. Et c'est en cela qu'il va falloir être vigilant à partir du moment où on utilise des données qui sont plus ou moins personnelles, plus ou moins publiques. Il va falloir être très regardant sur la collecte des données, sur la façon dont on va les collecter, et ensuite sur ce qu'on va en faire. Donc c'est en ça qu'on dit que la législation en l'état ne permet pas forcément d'optimiser le système. D'optimiser, quand je dis le système, d'optimiser la collecte des données et l'utilisation que l'on veut en faire. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui est très ouvert, où là aussi, on n'a pas d'idée préconçue ni arrêtée. L'objectif, c'est de tout mettre à plat avec les collectivités territoriales, l'État pour ce qui est du régalien, afin de définir les grands principes et faire évoluer la loi si nécessaire. On ne dit pas que c'est forcément une nécessité absolue. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut quand même se poser toutes les bonnes questions afin de ne pas être sclérosé par le cadre actuel qui limiterait la portée de ces hyperviseurs. À travers ces différentes propositions, on sent peut-être un souhait de monter en valeur de la filière qui est plutôt infrastructure pour aller aussi vers les services. Alors, est-ce que c'est le cas et est-ce que la filière est prête à faire ce mouvement? Alors c'est évidemment le cas. Ça ne t'a pas échappé que la FIRIP est devenue Infranum. Et dans Infranum, il y a Infra, mais il y a aussi Num. Et donc, c'était le seul et unique objectif du changement de nom, au-delà de sortir du cantonnement des réseaux d'initiative publique. Et donc, évidemment que la filière y est prête, et quelque part, c'est aussi une nécessité pour nous, puisque la vitesse où on déploie aujourd'hui, parenthèse Covid mise de côté, le déploiement 2025 est terminé, hein, quoi qu'il arrive. Donc, quid next? Et le next, c'est évidemment le numérique. Alors, il y a la maintenance des réseaux, bien entendu. Il y a la 5G, évidemment, tous les problèmes que ça pose à l'heure actuelle. Néanmoins, voilà, ce n'est pas le travail qui manque. Mais la suite logique pour nous, en termes de filière, c'est évidemment le NUM. Et quelque part, c'est la numérisation de l'infrastructure. C'est la virtualisation de l'infrastructure. C'est-à-dire que l'infrastructure, une fois que le physique est là, ben on passe à la couche au-dessus qui est virtuelle et qui, dans nos métiers aujourd'hui, quand on installe des équipements de télécommunication, c'est évidemment, on est déjà dans la virtualisation. Donc c'est une suite tout à fait logique pour nous en termes de filière. Alors, à propos de la 5G que vous avez mentionnée, une des propositions, la dernière, me semble-t-il, consiste à redéfinir les conditions financières d'attribution des bandes de fréquence 2,6 GHz qui sont utilisées pour la PMR, pour permettre la modernisation des réseaux. C'est pour aller vers la 5G aussi? Est-ce qu'on verra la 5G sur cette bande de fréquence? C'est un sujet qui touche à la fois la NFR, qui touche l'ARCEP et au-delà du réglementaire, qui pourrait peut-être même aller jusqu'au législatif. Ce qui est certain, c'est que la PMR donc, utilise donc la PMR, hein, les réseaux privés de télécommunications, anciens Tetra et autres, hein, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, où il y a c'est plusieurs dizaines de milliers, hein, je crois, de réseaux privés sur notre territoire. Donc c'est conséquent.
Ces réseaux privés fonctionnent sur des technologies qui sont pour le moins anciennes et qui nécessitent effectivement d'être mises à jour. Évidemment que ça passera vraisemblablement par la 5G. Et c'est pour ça que dans le cadre du smart au sens large, il faut se pencher là aussi sur ce sujet-là afin de s'assurer que dans la plateforme qui gérera l'ensemble de ces données, on ait bien pris en compte également les réseaux privés et que les technologies, là encore, puissent se parler et puissent être harmonisées afin que tout ça soit piloté d'une seule et même main. Une dernière question, est-ce que l'État a déjà accusé réception ou fait un retour sur ce plan de relance? Alors, il ne vous a pas échappé que la nomination de notre secrétaire d'État est assez récente, puisqu'elle date de dimanche dernier. Ça fait que nous sommes déjà en contact avec lui au travers de son illustre directeur de cabinet, Antoine Daron, qu'on connaît bien, en définition, dans nos métiers et particulièrement chez Infranum. Alors oui, l'État a accusé réception. Maintenant, on attend les derniers arbitrages avant la communication sur le plan de relance. On a senti également que le Premier ministre était peut-être plus réceptif à nos problématiques que pouvait l'être son prédécesseur. C'est certainement qu'il provient d'une commune rurale. Et voilà, il est très sensible en tant que maire de sa commune à l'ensemble des problématiques de couverture en très haut débit. Et donc, on peut imaginer qu'avec un secrétaire d'État dont le périmètre est élargi du numérique plus infrastructure, dépendant à la fois et de Bercy et de la NCT et du ministre de la cohésion des territoires, de la ministre de la cohésion des territoires, on est le bon interlocuteur pour enchaîner du plan France très haut débit au plan SMART, même si encore une fois, j'aime pas le terme, plan des territoires connectés au niveau national.